C'est toujours dédié pour le Refoua Shema de Yotam Shmuel Ben Yael, un petit enfant de 1 an qui vient de se faire écraser lors de l'attentat qu'il y a eu ici à Tahran Merkazit. Et donc il est maintenant en chambre d'opération pour lui et tous les blessés de cet attentat. C'est tous les attentats de notre Hachem. Alors la question de Warren. Un gars qui vient d'arriver à la Yeshiva, est-ce qu'il préfère, qui est prêt à faire 1 an à la Yeshiva, est-ce qu'il préfère qu'il attende pour se marier ou qu'il puisse se marier tout de suite et être peut-être Alors, cette année-là? C'est clair que c'est mieux de faire 1 an de Torah avant de se marier. La question, il faut la poser plus précisément. Quelqu'un maintenant qui est déjà en situation de pression très grande pour se marier, il n'en peut plus. Est-ce qu'on continue encore dans la pression ? On lui conseille de faire encore 1 an, 6 mois, 1 an, ou qu'il se marie tout de suite. Alors, ça dépend combien de pression. A priori, s'il n'a pas de pression, c'est beaucoup mieux qu'il fasse 1 an de Torah, c'est clair. Mais même s'il est en pression, ça vaut quand même la peine qu'il tienne un peu encore le coup, parce que tout ce qu'il peut gagner de Torah encore est extrêmement important. Extrêmement important. Un jeune homme, dans la Torah, on l'appelle un bachour. Un bachour, c'est une livchor, c'est-à-dire choisir. C'est littéralement, le mot bachour signifie choisisseur. Parce qu'avant 18 ans, tu fais ce qu'on te dit, plus ou moins, d'accord ? Jusqu'au bac, pas grand-chose, pas trop de discussion à faire. Après, tu prends 1 an pour réfléchir au pourquoi, comment, et après tu commences à prendre des décisions. Donc un bachour, c'est l'âge où il va choisir. Puis après que tu as pris une décision, tu es rentré dans une certaine façon de vivre, c'est très dur de changer. Donc en fait, la plaque tournante, le moment où on choisit, c'est l'adolescence, d'accord, la vingtaine d'années environ, c'est là où on commence à choisir qu'est-ce qu'on va faire dans sa vie. Et l'impact de ce choix, il est colossal, inimaginable. Entre 1 an de yeshiva ou pas 1 an de yeshiva, je dirais même entre 1 mois de yeshiva et pas 1 mois de yeshiva, même 1 jour de yeshiva, pas de yeshiva, c'est inimaginable l'impact que ça a. Parce que en 1 jour de yeshiva, ou même vous pouvez le voir, la masse d'informations que tu assimiles, elle est énorme. Et forcément, quand on a de l'information, on change. Au bout d'un moment, on commence à comprendre des choses, on commence à voir la vie d'un autre regard, et on change. Et si on change, ce ne sera pas la même femme qu'on aura, pas les mêmes enfants, pas le même message éducatif qu'on aura. Et les enfants recevront un certain message éducatif qui sera différent si j'aurais fait comme ci ou comme ça, qui vont transmettre à leurs enfants aussi, et aux petits-enfants et à petits-enfants. Donc l'impact, il est colossal. C'est énorme. Énorme. Le roi David, il écrit dans le Tehillim qui met comme les flèches dans les mains de l'archer, comme ça sont les jours de la jeunesse. Imagine que tu fais du tir à l'arc, alors tu tends comme ça pour tirer avec la flèche, puis tu trembles un peu, d'accord, tu trembles. Alors qu'est-ce qu'on fait pour pas trembler ? Des stabilisateurs. À quoi ça sert ? Pour pas trembler. Et si je tremble, qu'est-ce que c'est grave ? Bon, c'est pas grave, 1 mm, 2 mm par-ci par-là, c'est pas grave. C'est pas grave ici. Mais dans la cible, c'est déjà 10 cm hors de la cible des fois. Et ça, on parle d'une cible qui n'est qu'à 20 mètres. Maintenant, quand la cible, elle est Olam Haba, infinie, une petite déviation, imagine une fusée maintenant, d'accord, elle fait 1 mm de déviation dans sa voie. Ben c'est fini, elle devait arriver sur une planète, elle a raté la planète, elle part en cacahuète, c'est mort. Et ça, on parle dans ce monde-ci qui est fini, dans l'infini. Dans l'infini. C'est énorme. Donc tout ce qu'on peut gagner de Torah, avant le mariage, c'est très grand. Parce que ça va définir qui est notre mazal. Si tu poses la question, ben, je ne comprends pas, le mazal est déjà défini à l'avance. Réponse, non. Oui et non. Je vais expliquer. C'est comme c'est écrit dans le début de traité Sota. C'est écrit que 40 jours avant la conception d'un enfant, alors une voix dans le ciel sort et dit « La fille d'un tel sera pour un tel ». On appelle le mazal. Mais quand c'est Zivug Sheni, c'est un remariage. Ça, remariage, c'est pas d'après ce qui a été fixé dans le ciel, parce que tu t'es marié une fois, puis tu te remaries, donc il y a quelque chose qui a cloché, d'accord ? Si c'est un remariage, c'est d'après tes mérites. On te donne une femme, en fonction de tes mérites, la femme, on donne un mari en fonction de ses mérites. Tu as des mérites, tu as une meilleure femme, tu as moins de mérites, tu as une femme qui te correspond, ce qui est logique aussi. Ça, c'est le sens simple. Rabbeinu Hari, la Kabbalah explique, c'est quoi le premier mariage, le deuxième mariage, premier et remariage ? Ils disent, c'est toujours le premier mariage de ta vie,
mais dans des vies différentes. La première fois que tu viens sur Terre, ta première incarnation sur Terre, là, tu vas trouver facilement ton mazal parce que Dieu l'a fixé 40 jours avant que tu sois né. Tu la vois un jour, poum, c'est elle, tac, on se marie, terminé, sans problème. Quand tu reviens ici, réincarné, pourquoi? Parce que tu es recalé dehors la Mava, parce que tu avais beaucoup de péchés. Tes péchés t'empêchent de te marier rapidement. Et on te donnera une femme qui correspond, c'est pas ton mazal la première incarnation, ça, on te donnera une femme en fonction de tes actions. Et vu que, ça dépend chacun combien de péchés il a, mais vu qu'il a des péchés des fois passifs de 1, 2, 3, 20, 40 en réincarnation, des fois, ira, chose qu'il trouve. Parce que les péchés dans le ciel disent non, c'est pas encore, il ne mérite pas encore. Et on lui donne aussi en fonction, donc, comme il y a deux paramètres. D'abord, les péchés empêchent, c'est plus dur de trouver. Ensuite, on lui donne en fonction de ses actions. Aujourd'hui, nous sommes presque absolument tous des réincarnés. Donc, il n'y a pas à rêver qu'on trouve son mazal, d'accord? On trouve celui qui correspond à ce que nous sommes. Donc, tu as avantage à monter pour trouver un meilleur mazal. Tu me diras, c'est dur. Ok, parce que j'ai dit que si c'est pas dur, c'est facile, il n'y a pas de question. Le plus de temps tu peux gagner, c'est mieux. Si déjà tu es en pression, tu veux te marier, tu n'en peux plus, là, il faut essayer de gagner un peu plus de temps, il faut gratter un peu plus pour arriver à avoir un niveau meilleur. Ce serait une femme différente. Je comprends qu'une femme différente, c'est tout. C'est la vie et la mort, c'est le noir et le blanc. Enfin, c'est énorme. Premier point. Deuxième point. Quelqu'un pourrait dire, ok, ben, je vais me marier, puis après je vais étudier. Je continue à progresser. Et là, il y a un problème aussi qui peut se réveiller. C'est que, on va dire, toi, tu es en pleine ascension. Tu as encore une femme maintenant qui n'est pas en pleine ascension, qui est à un niveau même des fois plus religieux que toi. Mais elle est en stagnation. D'accord? Il y a beaucoup. Hein. Quelqu'un qui fait tchouva, il monte comme une flèche. Plein des filles de familles religieuses qui sont plus religieuses. D'accord? Pour elle, tu es un petit débutant de rien du tout. Mais tu en veux beaucoup. Bon, vous vous mariez. Alors au début, c'est elle qui te dit comment faire. Au bout d'un moment, 3-4 mois, tu la dépasses. Puis après 2-3 ans, de quoi on parle? Et là, ça ne va plus du tout. Elle dit, je me suis mariée avec un type qui était moins religieux que moi, maintenant je me retrouve avec un chassid, un homme très pieux, ça ne va plus. Je ne suis pas d'accord. Il veut que je me mette les jupes plus longues, il veut que je mette un matrin comme ci, un truc comme ça, un truc comme ça. Et lui, il est très embêté. Parce que la belle-mère, on peut supporter, d'accord? Bon, tu vas à un Shabbat, tu te bouches le nez les oreilles, tu supportes la belle-mère. Ok, ça va. Elle veut aller à la mer, tu veux aller à la montagne. Ok, tu supporteras un peu à la mer. Elle veut une robe rouge ou une robe verte. Ok, on peut s'arranger sur tout. On peut s'écraser. Et il faut s'écraser. Mais sur la Torah, je peux m'écraser. Hachem il a dit, il faut une robe tsniout, pudique. Elle dit, non, c'est ma féminité. C'est un mot joli pour dire impudique, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Et si tu imposes, ça fait la guerre à la maison. Tu peux ne pas imposer. Tu peux même pas la regarder. Faire une bracha en face de son genou, c'est interdit. Alors, chaque fois qu'elle passe, tu fais comme ça. Elle dit, ça va plus, bon, je ne veux pas me marier comme ça. On t'a rendu fou. Je me marie avec un type normal. Maintenant, tu deviens un barbu religieux. Problème énorme. Le déséquilibre au niveau religieux dans un couple, c'est la source numéro 1 de discorde. Parce qu'on ne peut pas passer outre la volonté de Dieu. C'est très difficile. Il faudra se fermer les yeux et pas regarder, et la faire je ne sais pas ce qu'il faudra faire, d'accord, mais c'est très, 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 très dur. Donc nous recommandons aux gens d'abord d'accéder au niveau religieux qu'ils considèrent être leur vitesse de croisière durant la vie, et là, chercher la fille qui correspondra, qui leur correspond, elle saura à qui elle a affaire. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et vu qu'à l'Yeshiva, on change rapidement, vu qu'on reçoit une somme d'informations très grande, donc c'est la peine. Ce qu'on peut gagner en plus, ça va déjà aider beaucoup. C'est une asymptote, hein, on commence à monter très vite, puis après le moment on se calme. Plus on progresse, plus les progrès, plus pour changer, il faut donner une masse d'efforts très grande. Au début, pour peu d'efforts, on change beaucoup, et après, c'est aussi comme quelqu'un qui ne sait pas Shabbat, il commence à faire Shabbat. C'est facile, ok, priez pas, il commence à prier. Prier mieux, prier moins bien, ça demande beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de différence, en tout cas au niveau de ce qui est du vécu. Donc il faut arriver à une vitesse de croisière déjà, où on monte lentement déjà, on a déjà établi bien. Et là, il faut se marier le plus rapidement possible avec le début.
Et alors, j'ai une question, vous avez dit que c'est établi en fonction des mérites pour les gens qui se remarient, tout ça. Ouais. Et pour les convertis, comment ça se passe? Les convertis, est-ce que c'est leur première incarnation ou... Alors, si c'est la première fois qu'ils sont incarnés, alors ça ira tout très très rapidement. S'ils sont réincarnés, ça sera comme tout le monde. Ça veut dire, il faudra ramer un peu. Et les convertis sont réincarnés tous? Ça se peut, pas tous. Et ceux qui ne sont pas réincarnés, ça marche comment? Alors ça ira rapidement. Aussi, ils n'ont pas de problème à régler trop. Comment on sait quand on a atteint notre niveau de croisière? Est-ce que on le sent en soi-même ou il faut parler avec des gens qui sont autour de nous? Disons ici, tu vois des exemples de gens qui sont déjà plus matures que toi. Alors, tu sais, est-ce que tu seras jamais comme ça ou tu penses oui un jour devenir comme ça? Donc tu sais déjà vers quoi tu vas. Donc tu peux déjà le dire à ta future femme. Mais si tu ne sais pas encore, alors c'est le flou et c'est ça qui est dangereux. Des fois on peut avoir une espèce d'utopie de dire c'est comme ça que je veux être. Ok, il ne faut pas être utopique non plus, il faut un peu des fois, je veux dire, la sensation que ça peut provoquer de dire c'est ça que je veux être, mais... Bon, t'es pas sûr, voilà, non, te mens. Avec le temps, les choses se précisent. C'est pas trop difficile à savoir. Avec du temps et de l'assiduité. Pardon? Avec du temps et de l'assiduité. Non, lui parle maintenant pas de l'assiduité. Il dit maintenant, moi je vois des gens que j'aimerais peut-être bien être comme ça, mais est-ce que c'est vraiment pour moi, oui ou non? Il ne sait pas. À combien de temps il ne sait pas? Au bout d'un moment, il saura. On ne peut pas rester dans le flou comme ça. C'est quand on se met dans l'étude qu'on peut savoir. Si on se met pas dans l'étude, il se met dans l'étude, peut-être plus facilement. Il arrivera à ce niveau, mais s'il ne se met pas dans l'étude, il saura. Pour être comme ça, il faut que je me mette dans l'étude. Je n'arrive pas, c'est pas pour moi. Donc je ne serai jamais comme ça. Au bout d'un moment, il saura. S'il se met dans l'étude, alors il sera oui comme eux. S'il ne sera pas dans l'étude, il ne sera pas comme eux. Mais au moins, il saura où il est. Ou ci, ou là, ou là. C'est l'étude, c'est le limoud qui nous fait... qui nous aiguille dans notre avenir. Progression. Et quelqu'un maintenant, il ne veut pas progresser. Il a vu, il est arrivé à un certain point, ok, pour moi ça va, le SMIC. Il y en a ici qui sont arrivés à l'échiva, ils disent moi je ne veux pas avec une goya, je veux pouvoir donner un minimum d'éducation juive à mes enfants, je ne veux pas être un avraire, ni un gros religieux, tout ça. Voilà, il sait déjà où il est. Bon, c'est clair. À quel moment on sait qu'on peut se marier? Alors il y a le niveau religieux dont j'ai parlé, il faut une stabilité, savoir quelle est notre façon d'être religieuse pour pas qu'il y ait après un déséquilibre avec la femme. Ok? Ça c'est le premier point. Maintenant, le point essentiel, même avant celui-là, c'est d'être suffisamment construit au niveau de nos midotes, de nos traits de caractère, pour pouvoir créer une maison. Alors on n'est jamais complètement construit. Moi quand j'avais 23 ans, on est venu me proposer mon chidour, j'ai dit je ne suis pas encore prêt. Alors il m'a dit j'ai 56 ans, si je vais attendre d'être prêt, je ne serai pas encore marié. Mais c'est vrai, on n'est jamais prêt. Alors il faut se marier vite quand même. Alors il y a un minimum, dans le monde religieux d'habitude, bien, d'accord, les gens, des familles orthodoxes, avec une bonne éducation, dès la tendre jeunesse, on éduque les enfants, ils sont construits très vite. Ils savent c'est quoi, ils savent ne pas mentir, ça va être responsable, pas être égoïste. Le plus grand problème, c'est l'égoïsme, d'accord. Le couple nécessite d'être quelqu'un qui est prêt à donner beaucoup. Et dans l'éducation occidentale, qui est la non-éducation, par définition, on est égoïste et pas du tout porté à donner à l'autre, à moins que ça me rapporte quelque chose. Le couple, c'est exactement pas ça, d'accord. Le couple, il faut donner pour donner, parce qu'on aime, point barre, d'accord. Ou l'amour provoque la volonté, le désir de donner, ou bien le désir de donner va provoquer l'amour. Les deux fonctionnent ensemble. Mais ça, c'est une chose que les gens ne connaissent pas. Les gens, ils sont très orgueilleux, très égoïstes. Et quand ça ne va pas comme je veux que ça aille, je m'énerve. Les filles, elles savent ça? Elles savent très bien. Les pauvres. Non, elles savent qu'il faut donner à son... Enfin, bien sûr, elles savent. C'est plus... On est les seuls à donner. Regarde, il faut donner. Maintenant, il y a donné ce qui est nécessaire de donner, de la gentillesse, des mots d'amour, de l'affection, etc., de l'attention, etc. Mais il y a un autre don qui est beaucoup plus dur, c'est s'écraser. Parce que chacun veuille que ça aille comme il pense que ça doit aller, parce que c'est moi qui décide. Maintenant, il y a un autre. On est ensemble associés. Qu'est-ce qu'on fait? Alors quand ça va comme je veux, je crie.
c'est une réaction, c'est une réaction. Ça veut dire c'est animal, contraire à la Torah. Alors si j'ai raison, d'abord je ne réagis pas sur place, j'attends. Je m'écrase, c'est-à-dire le bouillonnement intérieur. J'attends qu'il se calme. Et avec un sourire sympathique, je parle du problème que je pense que c'est plus juste de faire ainsi. Ok ? Et des fois, ça ne passe pas du tout non plus. Alors, il faut savoir faire avec. Il faut savoir aussi, des fois, passer outre ma volonté. Et très souvent, c'est même pas moi qui ai raison, c'est l'autre qui a raison. Simplement, comment moi, je ne peux pas avoir raison. Et ça, c'est du travail. Ça, c'est du travail. Ça, c'est du travail. C'est ça l'essentiel pour le couple. Sinon, on apprend ça dans le couple. Ça veut dire avec les pleurs et la souffrance, on apprend à s'écraser. Et beaucoup n'apprennent même pas comme ça. Ils restent les mêmes parce qu'eux passent avant tout, même avant leur femme, qui vont écraser allègrement jusqu'au jour où elle va divorcer. C'est la première mida qu'il faut rechercher chez une fille, alors. Chez une femme. Est-ce qu'elle sait s'écraser? Est-ce qu'elle sait... C'est exactement le contraire. Mais non, mais c'est vrai. Hein. Nous, on doit chercher maintenant, est-ce qu'on est capable de s'écraser? S'écraser, c'est pas dire oui à tout ce qu'elle dit. C'est quoi alors? C'est lorsque j'ai une réaction qui provient des parties animales de mon être. Je suis énervé, je ne suis pas d'accord, ça va contrairement à l'animal, pas à la raison. Peut-être qu'elle a raison. Mais moi, maintenant, je ne suis pas d'accord parce que je ne veux pas que... Qu'est-ce que j'en sais, moi elle a fait un truc qui ne va pas. D'accord? C'est la énième fois qu'elle fait ça. Je peux être énervé. Alors maintenant, est-ce que tu es capable maintenant de retenir tes nerfs et de faire un sourire? Et quand tu seras plus énervé, tu seras calme, tu vas lui dire les choses gentiment? Ou pas? Et l'homme doit travailler là-dessus, et la femme. Les nerfs, le fait d'être énervé, c'est un signe d'orgueil. Les nerfs proviennent d'une non-acceptation que ça aille comme je veux. D'une non-acceptation que ça aille comme je veux pas. Je ne peux pas accepter que je ne maîtrise plus, que ce n'est pas comme je veux moi. C'est le jeu dans toute sa splendeur, terrible. Alors les nerfs, c'est un exemple. Ensuite, la responsabilité. Est-ce que tu es responsable? Est-ce qu'on peut faire confiance? Tu n'es pas un menteur. Il y a des gens qui sont des commerciaux, d'accord? Ils mentent toute la journée, ils font de la vente. Mais pour finir, ils se mentent à eux-mêmes et à leurs femmes et partout. Ça devient une déformation professionnelle, d'accord? Ils mentent partout. Je connaissais un type comme ça, c'était terrible. On ne peut pas faire confiance à un mot qu'il disait. Je voyais comment il racontait des histoires à sa femme. Il lui a amené une lettre quelque part, il a inventé une excuse à n'importe quoi. J'étais avec lui. Il a oublié. Non, machin, tout ça. Comment tu peux avoir une relation de confiance avec quelqu'un qui te ment jour et nuit? Alors, il y a du travail sur nous-mêmes, chacun. Nous sommes nés imparfaits. On est plein de défauts. Maintenant, il faut un SMIC minimum pour se marier, pour que tu puisses être opérationnel. Sinon, c'est infernal. T'es un animal. C'est très dur de vivre avec un animal. Et combien il y en a? Des femmes et des hommes. Mais il y a plus d'hommes animaux que des femmes. Les femmes, même en tant qu'animal, elles sont plus douces d'habitude. Les hommes, c'est des vrais dinosaures. Quoi? Même aujourd'hui? Que aujourd'hui. Ce qu'on entend, c'est affreux, terrible. Aujourd'hui, on entend plus que ce soit la femme qui fait plus de ch'tiotes que l'homme. Moi, j'entends plus sur les hommes, mais peut-être qu'il y en a aussi. Je sais pas, chacun ce qu'il entend, d'accord. En tout cas, ce qu'on m'écrit et ce que j'entends de l'histoire, je suis mort. Et comment on fait si ta femme te frappe tout le temps? Tu te défends. Non, d'abord, quand elle te frappe, tu te défends. D'accord? Tu l'immobilises. Et après, tu l'expliques de façon extrêmement autoritaire que c'est absolument inconcevable que dans un couple, on arrive à des choses pareilles. Il faut lui expliquer ça. D'accord? On ne peut pas être un couple qui se comme ça. Elle n'est pas contente que se tape peut-être dans les murs. Mais on ne frappe pas. Qu'est-ce que ça veut dire frapper? Et si la personne n'est pas prête à écouter? Et les enfants? Après, ils frappent les enfants aussi. Ils sont en pression. Ils crient sur les enfants. Alors, des fois encore, entre eux, il arrive à s'écraser. Mais toute la pression qu'il a, parce que sa femme l'a énervé, sur les enfants. C'est terrible. C'est terrible. C'est rien de plus injuste au monde. Il y a du boulot, mon cher ami. Il y a du boulot. Si
si la personne n'est pas prête à écouter ce qu'on lui dit, même si on dit gentiment, et tellement qu'elle est orgueilleuse ou tellement que ça la dérange, elle n'est pas prête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter, lui dire plus tard, ne pas lui dire, s'arrêter de parler, continuer à expliquer plus gentiment. Et ça, Non, divorcer, c'est la dernière solution. Pas forcément avec la femme, je parle pas avec une personne, ou avec une femme, ou avec son frère, ou avec son fils. Ou... Si on peut continuer, si tu vois qu'il ne veut pas écouter, il n'y a aucune chance, ça ne sert à rien. Il va te haïr plus que tout. C'est marqué Al Tochar, Let's Penis Naïkan, ne fais pas une correction, donc une remarque à quelqu'un de l'Est d'un moqueur, il n'est pas prêt à écouter. Il prend tout la dérision, il va dire laisse-moi tranquille. Tu prends toi pour tu es un sadique, toi que tu me parles comme ça. Il ne prend pas au sérieux ce que tu lui dis. Tu lui dis un truc qui est vrai, mais il te répond une réponse comme ça. Ne le corrige pas parce qu'il va te haïr. Il va te haïr, parce que tu le remets en question. Et alors que tu me haïs, ça, c'est un problème? Ouais, c'est un problème. À quoi ça sert? Il ne veut pas écouter. Tu vas encore aller comme ça. Ce qui est bon de faire dans ce type de cas, c'est écrire une lettre. Parce que quand tu parles, tu es en confrontation avec l'autre, il y a l'ego. Même si tu as raison, pour lui c'est dur de dire oui, tu as raison. Accepter. Il va trouver non, mais c'est pas comme ci, pas comme ça, tu n'as pas compris. Il va essayer de se débiner. Quand c'est une lettre, tu es absent. Il n'y a que le papier. Il ne peut pas ne pas le lire. Mais s'il ne veut pas t'écouter, parce que s'il voit que tu vas m'entendre lui parler, il peut dire je ne vais pas t'écouter. Mais la lettre, il va la finir forcément. Même s'il n'a pas envie, il faut beaucoup de courage pour prendre et la jeter sans la lire. Il va la lire au moins une fois. Le lettre, il s'en fiche de la lettre. Il va la lire. Au moins, il l'aura vu. Et il aura... Ok, déjà le message est passé. Ensuite, tu mets beaucoup de mots d'estime avant, beaucoup de mots une tartine d'estime avant, une tartine d'estime après, comme il faut faire aussi quand tu parles. Tu ne pas lui venir avec un type bien. C'est marqué, le verset il dit, comme je viens d'expliquer, ne fais pas une correction à un moqueur, il va te haïr. Par contre, fais une correction à un sage, il va t'aimer. Le sage, il aime qu'on lui donne maintenant des remarques pour qu'il puisse plus... Ah, je te remercie beaucoup, je n'avais pas pensé à ça. Grâce à toi, maintenant, je vais pouvoir mieux avancer et me corriger. Ça, c'est le sens simple. On dit en blaguant. Ne dis pas quand tu as une correction à quelqu'un, moqueur, let's, crétin, qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Il va te haïr. Dis-lui, t'es un sage. T'es un type bien, toi. Je t'aurais pas dit, mais je sais que tu cherches à faire le bien. C'est dommage qu'un type aussi parfait que toi, il a encore ce petit truc-là qu'il pourrait améliorer. Ah ouais, il t'écoute comme ça, il est tout content, d'accord, il est parfait, tu parles, c'est une ordure. Mais il est parfait surtout, il n'y a que ce truc-là qu'il faut arranger, il va t'écouter. C'est permis de parler, c'est bien de parler comme ça. Parce que le but, c'est qu'il entende. Maintenant, quand tu fais en lettres, d'abord, il n'y a pas toute la confrontation avec des égos. Ensuite, il va aller jusqu'au bout et puis relire plusieurs fois. Il peut relire plusieurs fois. Ça fait beaucoup plus d'impact que si on fait les choses oralement aussi. Quand tu fais oralement, il ne va pas t'écouter, tu commences à t'énerver aussi, toi. Donc là, ça part... Et il faut que ce soit aussi très pur. Si quelqu'un vient maintenant, il est un peu énervé parce que tu lui as fait quelque chose de mauvais, tu l'es pas, parce que tu es un peu énervé, il ne peut pas t'écouter, le type. Il faut que quand tu fais une correction, il faut être les Shem Shama, il faut être complètement désintéressé, vraiment, tu le redis à n'importe qui dans la rue. Tout à fait froidement, parce qu'il y a une mitzvah maintenant de lui dire. Ça, il peut t'écouter. Mais quand tu as un intérêt qui t'écoute, il veut pas et lui, il sent maintenant, c'est ton ego, alors lui aussi, il a son ego. Ton ego réveille son ego. Donc la lettre est un moyen beaucoup plus neutre de faire passer les messages. Et quand on s'arrête de parler, dans cette situation-là, les gens pensent qu'on prend la fuite, les gens pensent qu'on devient plus faible, alors qu'au final, on sait que c'est pour arranger les choses d'une meilleure manière par la suite. Mais eux, ils pensent que c'est par faiblesse. Qu'est-ce qu'on va faire de ce que les gens pensent? Si on commence à penser à ce que les gens pensent, on est fichu. Mais quand c'est ta femme, quand c'est ton... Alors ta femme, non, ta femme, là, on va savoir maintenant que justement, maintenant, sur place, tu dis, écoute, il ne faut pas qu'on en parle maintenant. J'en parle avec toi, mais là, je suis un peu énervé, toi aussi, ça ne sert à rien d'en parler. Non, je veux qu'on en parle maintenant. Ben non, regarde comme tu es énervé, là. Enfin, tu es au bord, moi aussi, à quoi ça sert? Je veux pas qu'on se bagarre. Je te garantis qu'on en parlera, on en reparle dans 48 heures. C'est tout. Non, maintenant, quoi? Non, maintenant. Dans 48 heures, je te dis, je me débine pas. On en parlera, je te garantis. Je te prends au restaurant pour en parler. Voilà. Pas la tête pendant 48 heures, hein? il n'y a pas une tension pendant 48 heures. Mais il y aura plus de tension si on crie. Mais ce sera une tension. Mais au moins, après on se travaille aussi pour baisser la tension aussi, qu'on pense que c'est idiot jusqu'à ce qu'on parle pendant 48 heures de se faire la tête. C'est un travail sur l'ego, c'est tout du travail d'ego. Je te dis 99,9% des problèmes de couple, c'est de l'ego. Oui. Vous avez dit qu'on doit reprendre quelqu'un sur quelque chose. Oui.
faut y aller, c'est-à-dire faut être gentil, faut dire que des bonnes choses et tout. Au début, on va mettre une tartine de bien avant, une tartine de bien après. Il ne faut pas en dire trop de bien aussi, parce que c'est un peu hypocrite de dire... Tu peux être hypocrite. La Torah, elle permet de ne pas dire la vérité quand c'est dans un but constructif. Quand on veut être trop émettre, on fait beaucoup de dégâts. Les gens croient que la Torah a dit qu'il faut toujours dire la vérité. C'est pas vrai. On voit Hachem, il n'a pas dit la vérité à Abraham. Sa femme lui a dit, Sarah, elle a dit, comme aujourd'hui des enfants, mon mari est trop vieux. Dieu va voir Sarah et dit, pourquoi est-ce qu'elle a dit à ta femme qu'elle était trop vieille pour avoir des enfants? Elle n'a jamais dit ça. Dieu, tu vois, qu'il a modifié. Je ne veux pas dire qu'il a menti, mais c'est ce qui s'est passé, d'accord? On ne dit pas ça. On dit, il a modifié, d'accord? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas créer de problème, quoi. Son mari va dire quoi? Alors je suis trop vieux. Ça parle d'histoire de couple, d'accord? Donc pour la paix dans les foyers, on peut modifier. Donc pour la paix maintenant avec quelqu'un, pour le bien, chaque fois que c'est dans un but constructif, il faut et on peut et on doit agir de façon intelligente. Pas évidemment mentir pour rien, mais on peut modifier dans un but constructif, ça s'appelle construire, ça s'appelle le émet. C'est ça le émet que Hachem veut. Ah, juste une petite question, est-ce que c'est vrai que le zivoug, comme nous on grandit, son zivoug il grandit en général, on trouve quelqu'un qui... C'est qui le zivoug? Du première incarnation au deuxième? Ah, c'est vrai, je sais pas. Premier, tout marche ensemble. Donc au mérite. C'est vrai que on mérite. Alors si elle mérite, elle montera, mais si elle ne mérite pas, elle ne montera pas. C'est ce qu'elle aura vu que tu montes, elle aura elle peut-être du ciel, on va lui donner, vu que vous êtes censés être ensemble, on va lui donner des perches tendues pour qu'elle monte. Mais si elle ne les prend pas, elle restera en bas, tu auras une autre à la place. Absolument. Bien sûr. C'est pas lié justement les deux zibouts. Le Rishon et le Sheni, c'est pas. On a un mazal et ce mazal-là il grandit en même temps que nous. Dans le premier incarnation, les deux vous serez ensemble, alors c'est certain que ça se passe ensemble. Dieu fera en sorte que ça marche, que vous allez vous marier de toute façon et ça marchera, Bezrat Hashem. Mais si c'est le deuxième, alors tu reçois une femme en fonction de ton niveau spirituel. Ça veut dire que si je monte, alors j'ai pas de mérite, alors elle sera géniale. Non, non, oui, mais c'est pas la même. Toi, oui, mais elle va monter, c'est pas ça. Il y avait Sarah et Rachel. Sarah, elle était de bas niveau, Rachel était de haut niveau. Attends, toi, tu étais censé, quand tu étais bas niveau, tu étais censé te marier avec Sarah. Attends, en attendant, tu montes. Alors dans le ciel, j'imagine qu'on va aider Sarah à monter aussi. Elle dit, ok, je monte. Donc vous resterez ensemble, elle va monter, tu vas monter, c'est très bien, vous allez rencontrer un beau jour, vous vous mariez. Si elle dit, moi ça ne m'intéresse pas ce genre de truc pour barbu, bien comme ton départ, père, je dis non. Ok, alors Sarah ne sera plus ton zivou, et toi tu auras Rachel. Mais quoi qu'il arrive, j'aurai quelqu'un de haut niveau. Oui, mais pas la même, c'est ce que je voulais dire. Ok, on finit là, dernière question. Je voulais savoir comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de divorces qu'il y a 30 ans. L'ego. Les gens, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a un siècle, les gens étaient habitués à la dure. Ils étaient petits, on les matait. Vous savez, c'était quoi s'écraser? Aujourd'hui, rien, c'est un roi, d'accord? Une société de consommation d'abord, tout, tu prends chaque petite envie que tu as, vite, d'abord, il n'y a pas d'éducation dure comme il y avait, ensuite on satisfait toutes tes envies, donc tu deviens, le petit gosse que tu étais devient un monstre énorme d'ego. Tout va toujours comme il voulait lui. Il se marie, ça fera des haricots. Pour le mariage, il faut casser son ego. Casser en petits morceaux. Tac, 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 tac. C'est dur. Très, très dur. Dans le temps, ça se faisait parce que la vie était dure. Alors la vie, elle m'apprend à pas aller, ça n'ira pas toujours comme je veux moi-même. Le fait qu'on souffre dans la vie, le fait qu'on soit habitué à bosser, à pas faire ce qu'on a envie, ça casse notre ego. Mais quand tout va très bien dans le meilleur des mondes, pour moi, chaque chose que j'ai envie, je l'ai. Je ne sais pas c'est quoi recevoir un non, ou de la réalité, ou des gens. Tout à coup, maintenant, j'ai une femme qui me dit non. C'est insupportable. 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 Baruch Adonai,